qu'il faut comprendre, c'est le parcours d'un comédien. Je ne devais pas du tout devenir comédien. Je devais devenir chirurgien et c'est tout à fait par hasard que je suis devenu comédien. Parce que je me suis fait une fracture au ski. J'étais au lycée Carnot et donc je pouvais plus aller faire du foot avec toute la classe de première M4. Et donc mon oncle, qui était lui déjà à l'hôpital, qui est officier à l'hôpital, m'a dit que pour être moins timide, ça me ferait du bien de prendre des cours de théâtre. Donc j'ai été à l'intérieur du lycée Carnot, et là il y avait un jeune professeur qui était à la Comédie Française, qui était stagiaire et qui s'appelait François Eichholzer, qui était alsacien. Après, il a pris le nom de François Florent parce qu'il était élève de René Simon, qui lui a dit tu peux pas faire une carrière avec ce nom-là. Et là, il y avait 2-3 élèves seulement dans ce cours de théâtre à l'intérieur du lycée. C'était Micheline Kahn, qui allait devenir comédienne, bien sûr, Catherine Ferrand, qui allait même entrer à la Comédie Française plus tard, et puis Jacques Weber, qui lui était un cancre parfait. Il était beaucoup de classes en dessous de moi, et lui, il était passionné de théâtre. Et puis, j'ai été tout d'un coup passionné par ce professeur qui allait devenir le plus grand professeur de sa génération, François Florent. Mais j'ai été passionné surtout par ce métier de comédien, parce que j'imaginais pas du tout que c'était un art. Je vous explique. Je suis premier de la classe au Square Louvois, à l'école Louvois. Patrick Devers était mon copain dans l'école, et j'ai le droit j'ai une invitation pour aller voir soit Luis Mariano au Prince de Madrid, au Châtelet, soit la Comédie Française, qui était tout à côté, au Théâtre de Paris, en matinée classique. Alors, comme c'est le plus près, je vais là-bas. Et là, je vois, j'arrive au dernier moment, on s'était bourré, le Grand Théâtre de Paris, et donc, tu montes là-haut, toi. Et je monte tout là-haut, aux Enfants du Paradis, et je vois Jean-Pierre et Lise Delamarre dans un nuage au début de la pièce, et la nuit et Mercure qui sont en train de discuter parce que Zeus a rien trouvé de mieux que de prendre l'apparence d'Amphitryon qui est en train de faire la guerre, de faire l'amour avec sa femme, Alcmène, de lui faire un enfant qui sera Hercule, et là-dessus, il fout le camp parce qu'Amphitryon revient. Donc, Pia est obligé de se faire passer pour le sosie du valet d'Amphitryon qui vient annoncer à sa maîtresse, mon maître revient. Mais s'il lui dit, elle va se dire, mais avec qui j'ai passé la nuit? Et donc, il y a un monologue tout d'un coup, au bout de la deuxième scène, le monologue de sosie, ce valet, et c'est Robert Hirsch qui rentre sur scène. Et là, j'ai été complètement bouleversé, et c'est vraiment le tournant de ma vie. J'ai compris ce que je vais vous expliquer. Depuis 400 ans, l'école républicaine se conduit de façon indigne par rapport au métier de comédien. Comme l'école républicaine irrigue les jeunes qui sont à l'école communale, comme préparatoire, au lycée, d'une façon totalement erronée sur ce métier, pour toute leur vie, à 20 ans, 40 ans, 60 ans, ça fait 4 siècles que ça dure, et qu'on n'imagine absolument pas ce qu'est un comédien. Et je vais vous expliquer non seulement ce qu'est un comédien, deuxièmement, ce qu'est donc Molière, et ce qu'est son œuvre. Ça va durer à peu près 20 minutes, j'espère. Pas plus, pour qu'on puisse se poser les questions, mais sinon ça vaut pas la peine que je vienne ici simplement pour pas vous expliquer ça. Alors je vous l'explique, puis on verra dans 20 minutes si vous aurez appris quelque chose ou pas. C'était pas difficile de vous l'apprendre. Moi, je suis officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur des arts et lettres et d'autres choses, et c'est pour ça que je me permets de vous parler, parce que j'ai été professeur pendant 40 ans. Du cours Florent, dès que je suis rentré à la Comédie Française, j'avais 20 ans, et François m'a demandé d'être professeur. Alors je vous explique ce que j'ai appris et fait apprendre. La France du XVIIe siècle, donc de 1600 à 1700, elle est l'équivalent de certains pays d'aujourd'hui sous dictature religieuse ou politique. C'est pas du tout une France avec les beaux portraits des rois et du reste, et que tout va bien. Faut pas se foutre du monde. C'est-à-dire qu'il y a même pas 5% des jeunes, qui peuvent déjà savoir lire et écrire. Puis il faut payer. C'est pas gratuit.
Et cette éducation, elle est politique et religieuse, puisque la France est tenue politiquement et religieusement. Revenons en arrière, on n'est pas en République. La première République, elle sera en 1793, après la Révolution sanglante. Et Bonaparte va venir pour tasser tout et repartir dans un autre chemin. C'est lui qui va ouvrir la culture quand il va arriver. Donc ça veut dire qu'au XVIIe siècle, soit tu es dans la paysannerie, dans l'ouvrier, etc., dans les maisons, etc., soit tu es dans la médecine, la science, etc., parce que tu es éduqué, soit tu es dans l'armée, évidemment, soit c'est fini, tu n'es rien. Au XVIIe siècle, non seulement le pouvoir est religieux et politique, mais en plus, comprenez bien, l'orthographe française, c'est une traîtresse. C'est-à-dire que on parle, là, comme on parle, très bien. On va purifier cette langue qui est pas la même au Moyen-Âge et qui va se purifier mot après mot. Mais cette langue, elle a une orthographe. Or, cette orthographe va être construite de telle façon que seule une élite qui possédera cette orthographe pourra suivre l'éducation, pourra être au-dessus des autres. En 1958, je suis au lycée Carnot. Quand je fais des dissertations, s'il y a 4 fautes dedans, j'ai 0. Peu importe les 4 pages ou les 6 pages où je raconte des choses. Non, on s'en fout. 4 fautes, t'as 0. Et cette orthographe française, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est une telle honte, et je pèse mes mots, sous la responsabilité de l'Académie française, qui n'a pas purifié cette orthographe, que le français, au lieu d'être comme il l'était la langue la plus forte, la plus haute, la plus riche, elle s'est écroulée. Comment vous pouvez constater quand le verbe aller en France a 2 LER, c'est je vais, V-A-I-S, tu te fous de qui? Et après c'est j'irai, I-R-A-I, non mais tu te fous de qui? Puis j'ai été. Et comment tu peux dire aussi que cette orthographe française, on ne prononce pas toutes les consonnes? Pourquoi on ne dit pas j'ai compté? Pourquoi on dit j'ai compté? Donc ça veut dire que depuis 4 siècles, toutes des générations de jeunes ne sont pas rentrés dans la culture parce qu'on les handicapait par l'orthographe. Au XVIIe siècle, donc, la religion et la politique gouvernent ensemble, sauf que la politique est sous la mainmise de la religion, comme dans certains pays d'aujourd'hui. Ça veut dire que les rois de France, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils sont obligés de s'agenouiller devant l'archevêque de Paris. Donc ça veut dire que par rapport au XVIIe, on sort d'Henri IV le Béarnais qui a essayé d'unir la France. Attendez, une seconde, on voit tout ce qui se passe dans le monde, de sanglants, de terreur et tout. Mais c'est quoi la Saint-Barthélemy ? C'est un bal du dimanche soir. C'est quoi les endroits entiers dans la France où on va les massacrer, les protestants à La Rochelle et partout? C'est quoi le fait qu'ils sont obligés de foutre le camp et que l'Allemagne, la Prusse, va s'enrichir de tous ces Français qui sont obligés de sauver leur vie? Donc ça veut dire qu'au XVIIe, ce pouvoir religieux et ce pouvoir politique dominent donc l'éducation. 50 ans avant, un dieu qui s'appelle William Shakespeare. Vous savez, c'est comme en musique, sans Beethoven et Jean-Sébastien Bach, il n'y a pas Mozart. Donc ça veut dire que William Shakespeare se trouve dans une auberge. On est dans les années 1560. Il est dans une auberge avec un autre auteur qui s'appelle Ben Jonson. Cet auteur a écrit par exemple Volpone. Ils sont là tous les deux et tout d'un coup ils se parlent et tout d'un coup Shakespeare est comme ça, et l'autre il dit « Oh, je te parle, tu te fous de moi ?» Et Shakespeare lui dit « Mais attends, imbécile, j'ai pas besoin de te regarder, je t'écoute avec mes oreilles. »« Oui, mais je sais pas ce que tu penses. »« Qu'est-ce que t'as dit ?» fait Shakespeare. Donc Shakespeare comprend que c'est pas par les oreilles, le menton, le corps, c'est par les yeux qui sont les fenêtres de l'âme qu'on peut savoir ce que ressent la personne qui est en face de vous. Donc il se dit « Je vais faire du théâtre. » Il était déjà à l'extérieur des théâtres. Rien, il était rien. Un petit poète. Venez. Et tout d'un coup, il se dit donc, le regard étant les fenêtres de l'âme, il y a 3 positions. La première position, c'est à l'horizontale. Je regarde tout droit. Et Shakespeare se dit, donc je regarde. C'est pour regarder. Je juge pas. Je suis à l'horizontale. Il faut que je fasse un retrait à l'intérieur de ma pensée, puis que tout d'un coup, mes yeux ne voient plus rien pour que je pense à juger ce que je vois. Mais je suis à l'horizontale. Et Shakespeare se dit, plus j'approche de l'horizon, plus il s'en va. Qu'est-ce que t'as dit ? Plus
je marche vers l'horizon, plus il recule. Donc la vie, mon métier, mes amours, ma santé, ma famille, plus j'irai vers eux, plus ils s'éloigneront de moi. Je n'en aurai jamais fini. Mais ce que je veux, c'est laisser à l'endroit où j'en serai mon empreinte et que celui d'après reparte de là. Donc Shakespeare se dit, je vais écrire et mes personnages, eh bien, ils auront un regard à l'horizontale, mais le public ne saura pas ce qu'ils pensent. Ah, alors, il y a un deuxième regard des fenêtres d'âme. C'est vers le haut, c'est la soumission. Mon Dieu, mon empereur, mon roi, mon papa, ma maman, mon frère, mon ami, mon patron. Donc, il y aura des moments dans la pièce où il faudra que le personnage soit dans cette position de soumission. Tu m'aimes? Et puis, il se dit, mais il y a quand même un moment où il y a un troisième angle, c'est vers le sol, c'est vers soi-même. C'est vers soi-même. Foutez-moi la paix, je pense. Fous-moi la paix, je pense. Tu ne lis pas comme ça, tu lis comme ça pour penser à ce que tu es en train de lire. Donc ça veut dire, il écrit des pièces et il invente le dialogue. On est deux, on se parle, c'est du dialogue. On se parle, mais les gens dans la salle, ils savent pas ce que je pense, puisqu'on est en train de se parler. Alors je peux toujours te dire que je t'adore, et puis après je dirais, mais c'était un con, je l'aime pas. Alors donc on est là, et c'est le dialogue. Ensuite, Shakespeare se dit, il y a le monologue. C'est quoi le monologue? Ça veut dire que je suis tout seul. Ça veut dire que je parle au public. Ah voilà, je vais vous dire ce que je pense. Alors Henri V, alors le chœur vient, il dit, vous allez voir ici la bataille d'Azincourt, il va se passer ça. Richard III, il vient au début de Richard III, ouais, je suis peut-être comme ça, mais moi c'est moi qui vais devenir le roi, je suis un bâtard, mais je vais gagner. Harpagon, au voleur, on m'a pris ma cassette. C'est juste celle qui possède, où est-elle? C'est le monologue, c'est-à-dire ce qu'on a avec les sketchs d'aujourd'hui où on parle à la salle. Et Shakespeare, et on ne vous l'a jamais dit, invente le soliloque. Ça n'existe pas le soliloque dans les pays dont je parle, qui sont en dictature, dans ces pays passés qui étaient aussi en dictature. Ferme-la! Ton avis ne nous intéresse pas. Voilà les devoirs religieux, voilà les devoirs politiques, et puis tu apprends, et tu suis ça. Oui, mais moi, ferme-la. Et donc Shakespeare se dit, je vais inventer le soliloque, c'est-à-dire quand mon personnage se parle à lui-même et qu'il ne sait pas que vous êtes là. C'est comme s'il arrêtait la pièce. Et il se parle à lui-même. Il se dit, non, c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous vous rendez compte que vous aviez fait 10 ans d'études, qu'on n'a même pas été foutu de vous le dire, et que quand on ose parler des pièces de Shakespeare, on ose parler du monologue d'Hamlet. C'est pas un monologue, Hamlet. Je l'ai joué, mis en scène par un metteur en scène sublime anglais, directeur de la Royal Shakespeare Company, Terry Hunt, mais c'est un soliloque, il sait pas que vous êtes là. Alors évidemment, si comme un crétin, il s'adresse à vous en monologue en disant « être ou ne pas être », c'est qu'il attend votre réponse. Elle est où votre réponse? Donc ça veut dire qu'au contraire, s'il ne parle qu'à lui-même, ce qu'il va prendre comme certitude, il va s'y tenir. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas d'au-delà. C'est donc ici qu'il va falloir se venger et punir ceux qui sont des salauds et pas régler les comptes après dans un soi-disant paradis. Voilà. Une fois que Shakespeare a fait ça, n'oubliez pas aussi ce qu'on n'a pas eu le courage de vous dire, et c'est un scandale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de censure. Je ne comprends pas. Il n'y avait pas de censure. Ça veut dire, je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les pièces de Shakespeare, les gens se prennent dans les bras, les gens s'embrassent, les gens se tuent. Roméo et Juliette, ils s'empoisonnent. Othello, il étrangle Desdémone devant vous. Il y a un meurtre. Jules César, il est poignardé. Devant vous. Coriolan, il est lynché devant vous. Falstaff, il se bourre la gueule, il pète, il pisse, il vomit. Petruccio, il prend la mégère apprivoisée, il la met sur son sexe et le texte est sans ambiguïté. Voilà ce qui se passe chez Shakespeare. Non seulement, donc, dans la forme, mais dans le fond. Ça veut dire, on peut tout dire, hein, politiquement. La reine Élisabeth I, elle est derrière au théâtre du Globe. Pourquoi ça s'appelle le théâtre du Globe? Tout simplement parce que, mesdames, messieurs, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et la Terre ne tourne que dans un sens. Et Shakespeare a voulu faire comprendre que la différence entre la Terre, la nature,
Et nous, c'est que nous, on a tourné dans l'autre sens. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.